J'ai une dizaine de minutes devant moi, je vais essayer d'être aussi rapide que l'accélération que la filière automobile doit effectuer au cours des prochaines années, d'essayer de tenir le temps de parole. Je crois que ce matin, vous avez parlé énormément de transport public, à juste titre, mais aussi de mobilité douce. Donc à 14 heures et quelques minutes, il est temps de parler effectivement de la grande filière automobile que j'ai l'honneur de représenter cet après-midi. Les réglementations à l'œuvre que vous connaissez bien, que je ne vais pas redétailler, qu'elles soient nationales, qu'elles soient locales, ou qu'elles soient européennes, sont en train en fait de faire basculer la filière automobile sur un modèle qui est totalement inédit, il faut bien le mesurer. Et un tel contexte implique, à l'évidence, selon nous, un plan d'accompagnement qui soit à la fois bien planifié et sécurisé à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, des autorités organisatrices de mobilité, puis bien entendu des acteurs de la filière automobile et des consommateurs. Notre filière va s'engager dans les prochaines semaines, vous en entendrez parler dans l'actualité, sur un nouveau contrat stratégique de filière automobile que nous négocions depuis maintenant plusieurs mois avec le gouvernement. Ça va nous engager jusqu'à la fin du quinquennat. Et les services de l'automobile, tout particulièrement, c'est-à-dire les entreprises de la distribution, des services et qui vont jusqu'au recyclage, jusqu'à l'économie circulaire, y auront une place très importante parce que ce dont il est question, c'est la gestion d'un parc automobile. Et un parc automobile, je vous le rappelle, qui pèse, dans tous les sens du terme, environ 40 millions d'unités. Et donc, c'est extraordinairement important d'avoir cet ordre de grandeur, mais aussi d'apporter une visibilité à ce contrat stratégique de filière par rapport à un Green Deal au niveau européen, qui est un véritable game changer, que je vais essayer de vous récapituler rapidement. En tout cas, Mobiliance, qui est une organisation patronale dont je suis le délégué général, est un acteur central, c'est un moteur central de cette transformation, pour plusieurs raisons. D'abord, nous représentons 500 000 actifs en France et 180 000 entreprises qui vont à la fois de l'ETI à la start-up, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi du camion jusqu'aux deux roues, de la mobilité individuelle et de la mobilité partagée. Bref, c'est un écosystème extraordinairement divers, très dispersé sur l'ensemble de nos territoires, mais c'est aussi un écosystème qui est très solide et qui est convaincu qu'il faut changer de regard pour combiner différentes solutions de mobilité et réussir la décarbonation qui est un axe stratégique pour nous. Je voudrais faire une petite remarque au passage, parce qu'il n'est pas si courant de voir une organisation patronale qui est présente, en l'occurrence, à Station F au travers d'un programme d'accélération de start-up. Et j'invite les différents élus locaux et représentants des communes et des grandes agglomérations à venir le visiter. On a lancé ce programme d'accélération il y a maintenant 7 ans. Et nous cherchons à combiner justement toutes les innovations à impact qui viennent appuyer cette stratégie de décarbonation. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est que Mobiliance fait partie des très rares organisations patronales, me semble-t-il, à avoir engagé un travail sur une feuille de route de décarbonation concrète que nous sommes en train de calculer pour déterminer les modalités de cette trajectoire, les différentes étapes qu'il faudra faire franchir à une branche professionnelle dans son ensemble pour tenir les différents rendez-vous collectifs qui nous ont été fixés. Le principal défi pour atteindre les objectifs de 2035, vous savez, avec la fin de la commercialisation des véhicules thermiques, en réalité, il y a plusieurs points qu'il faut avoir en tête. Les deux premiers points que je mettrai en exergue, c'est d'abord la soutenabilité économique et l'acceptabilité sociale. Si on oublie ces deux principaux défis, je pense que tout simplement, on va dans le mur. Quelques chiffres pour fixer cette fameuse trajectoire en termes de décarbonation, parce qu'ils sont assez vertigineux. D'ici 2027, c'est-à-dire d'ici la fin du quinquennat, en France, une voiture neuve sur 2 devra être électrifiée. D'ici 2030, l'objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre du contrat stratégique de filière, c'est de produire environ, et plus, 2 millions de véhicules à batterie sur le sol national. Ce qui signifie également qu'il va falloir vendre de l'ordre d'1 million de véhicules 100% électriques par an. En 2023, on en a vendu 300 000, et pour vous donner une idée de la trajectoire, c'est déjà une multiplication par 5
du nombre de ventes de véhicules électriques qui étaient opérées avant la période qui précédait le Covid. C'est le cap de la décarbonation. Il est extrêmement ambitieux dans toutes ces dimensions, à la fois les dimensions de souveraineté, dont on parle beaucoup à juste titre, de réindustrialisation, de commercialisation, de technologie, et puis de changement et naturellement des usages, sans oublier les défis des emplois et des compétences dont on ne parle jamais assez. En fait, toutes ces dimensions se combinent pour constituer une transformation où je mets à chaque fois en avant 3 caractéristiques. L'intensité de la transformation, l'amplitude de sa transformation et sa vitesse. Et c'est bien ça qui constitue finalement non pas tant une transformation au niveau de la filière automobile, c'est bien davantage une métamorphose en réalité dont il s'agit. Un autre chiffre pour fixer un peu les idées, une voiture neuve aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'énergie, bien sûr en termes de décarbonation, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi la data. Une voiture neuve, c'est 100 millions de lignes de code, et d'ici 2030, ça sera 1 milliard. 1 milliard de lignes de code. Donc, vous imaginez l'effort technologique qu'il y a derrière au niveau de l'industrie, mais aussi au niveau de la réparation et des services, parce qu'il faudra des emplois et des compétences qui soient en mesure d'adresser un parc dont en fait l'éventail, le mix énergétique et la digitalisation va aller croissant, non pas dans les 15 ou les 20 prochaines années, mais je vous parle bien des 2, 3, 5 prochaines années qui sont devant nous. Donc, encore une fois, quand vous assemblez tous ces éléments, c'est vraiment assez vertigineux. C'est une réinvention qui est totalement radicale sur un marché qui est ultra concurrentiel au niveau de l'automobile et dont les centres de gravité, finalement, se sont déplacés. Vous le voyez dans l'actualité, on en parle suffisamment et je dirais même de plus en plus, le centre de gravité s'est déplacé à la fois vers l'Asie, avec une offensive chinoise qui s'est structurée, qui a été planifiée de longue date et qui s'exécute aujourd'hui de manière extrêmement efficace. On le voit dans les différentes statistiques de marché. Mais les centres de gravité se sont également évidemment déplacés du thermique vers les batteries, mais également vers les algorithmes et les services. Alors je vois que le temps file, je suis déjà à 2 minutes 50 et j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Le contexte, c'est une compétition mondiale sans merci, avec des finances publiques qui sont, comme vous le savez, sous très fortes contraintes, des prix qui sont encore inaccessibles pour le plus grand nombre, et un environnement géopolitique qui domine la rationalité économique quand on parle d'automobile et pas simplement d'automobile. Songez à ce qui se passe en ce moment dans la mer Rouge et qui oblige à revoir un certain nombre de trajets sur le plan maritime. La difficulté que nous avons dans l'automobile, c'est de faire le lien entre le point d'arrivée que nous visons finalement et la réalité dans laquelle nous évoluons. Hautement risqué, la décennie pour nous va être très riche en risques, mais évidemment aussi en termes d'opportunités dans un univers des mobilités que j'ai l'habitude d'appeler en pleine expansion. Je pense qu'il faut qu'on mesure, au niveau des élus locaux en particulier, ce mur du réel avec beaucoup de lucidité, se faire confiance entre les acteurs publics et privés, diffuser l'innovation. Ça, ce sont les clés évidemment du succès. Ce qui est très difficile sur le marché automobile, c'est de regarder finalement par-delà l'écume du temps, parce que depuis la pandémie, depuis ces dernières années, l'ensemble des acteurs économiques, les nôtres, au niveau de la filière, sont en quelque sorte enfermés dans ce que j'appelle en fait un éternel présent. C'est un tunnel de crise. On a eu le Covid, avec des chutes extrêmement abyssales du marché. Ensuite, il y a eu des crises de semi-conducteurs. Enfin, on est allé avec un certain enthousiasme, comme le disait Churchill, de crise en crise. Et notre filière se situe précisément au cœur de cette tension, en devant à la fois gérer une transformation globale qui est extraordinairement pressante, mais en pilotant toutes les difficultés du court terme et en cherchant à sécuriser finalement le présent. Et quand on regarde le présent, quelques mots sur le marché, par rapport aux chiffres que je vous indiquais en termes d'objectifs, qui sont extrêmement ambitieux, et encore une fois, on a toujours en tête, pour celles et ceux qui suivent les différentes réglementations au plan européen, l'échéance de 2035 en tête, avec l'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques, bien entendu, mais en réalité avec les réglementations qu'on appelle, pardon pour le jargon, les réglementations CAFE, en réalité la pression réglementaire est telle que les objectifs en termes de mix énergétique, c'est pas pour 2035, c'est dès l'année prochaine.
Donc il faut que le marché accélère, mais encore faut-il naturellement qu'il y ait des clients, que ce soit des particuliers ou des personnes morales, qui puissent consommer des produits automobiles à faible émission ou évidemment à zéro émission. Et quand on regarde ce qui s'est passé au niveau européen sur les derniers mois, c'est un peu orthogonal, et même totalement orthogonal, avec les objectifs et l'atteinte des objectifs tels qu'ils ont été fixés dans le cadre du Green Deal. C'est pour ça que j'appelle à cette forme de lucidité, de réalisme, pour adresser les questions automobiles qui ont une réalité sociale que vous connaissez toutes et tous parfaitement bien au niveau de vos territoires. Alors quand on regarde la météo européenne, elle est très changeante ces derniers mois, elle est peut-être même orageuse. Je prendrai l'exemple de l'Allemagne, où l'Allemagne, du fait de la contrainte des finances publiques que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui est encore plus pressante malheureusement en France, les décisions ont été radicales au cours des dernières semaines, puisque le bonus, qui était l'équivalent d'une autre outre-Rhin, a été stoppé net au 1er janvier dernier. Qu'est-ce qui s'est produit sur le marché des véhicules 100% électriques? C'est une chute brutale. C'est moins 50%. C'est ça la réalité. Quand on regarde de manière plus macro également les chiffres, et là encore c'est contre-intuitif par rapport aux réglementations et aux tendances que l'on peut observer et que l'on doit justement faire accélérer sur le long terme, c'est que le diesel qui était en chute depuis maintenant plusieurs années, en réalité est repassé devant l'électrique depuis la fin 2023 et le début 2024. Donc vous voyez que les choses sont encore très loin d'être fixées et que la part des véhicules hybrides a lui-même reculé au niveau européen au profit de l'essence qui est repassée devant. Donc vous voyez, quand on parle de mix énergétique, il faut prendre beaucoup de recul et regarder des tendances du marché en ayant toujours en tête ce que je vous disais rapidement en introduction tout à l'heure, la soutenabilité économique, l'acceptabilité sociale, et puis la capacité des finances publiques à pouvoir tracter dans la durée, et idéalement, j'ajouterais, dans un environnement réglementaire prévisible et stable, pour pouvoir organiser, finalement réunir les conditions d'une décarbonation réussie. Quand on regarde les derniers chiffres au niveau français, vous avez peut-être vu dans les journaux qu'on pouvait se féliciter d'une progression au mois de janvier et au mois de février, mais en réalité, ce sont des progressions qui sont en trompe-l'œil. C'est un effet rattrapage par rapport à la période de l'avant-Covid, et quand on se compare en réalité par rapport à 2019, le marché automobile est globalement en baisse de 20%. Donc vous avez, en fait, pour prendre une image, vous avez un parc automobile qui est une grande baignoire avec le robinet. Le robinet, ce sont les immatriculations de véhicules neufs. Plus vous augmentez le débit du robinet, plus vous pouvez espérer accélérer la rotation du parc automobile. En réalité, c'est exactement le contraire qui se produit. Nous avons un parc qui est vieillissant, qui n'a jamais été aussi vieux d'ailleurs en France. Il a franchi plus que largement les 12 ans d'âge. Il prend de l'âge. Certains me diront qu'il prend aussi en même temps du poids, ce qui pose un certain nombre de problèmes, là encore, en termes écologiques ou en termes économiques. Mais la réalité, encore une fois, c'est bien celle-ci. On a un parc vieillissant, un marché baissier, et donc une capacité de rotation et de renouvellement du parc automobile qui sont considérablement amoindris. En termes de faits qu'il faut également avoir présent à l'esprit, je pense que la filière et ses clients restent confrontés à des normes dont la densité, des normes à la fois nationales et locales, dans un certain nombre de cas, dont la densité et la complexité n'ont rien à envier à l'agriculture. Récoltant pour le moment autant de résultats contraires, là encore, ou en tout cas orthogonaux. On est en plein dans le dur de ces transitions que j'évoquais tout à l'heure, qui sont contraires aux objectifs recherchés. Aujourd'hui, l'automobile, malheureusement, c'est 24 milliards d'euros de déficit commercial. 24 milliards d'euros de déficit commercial, une production française de 1,5 million d'unités qui augmente légèrement, mais beaucoup moins vite en réalité que dans le reste de l'Europe et du monde, et des risques qui sont non négligeables, loin s'en faut, sur l'emploi. Et enfin, pour être complet, désolé d'être un peu déceptif, mais je suis pourtant un grand optimiste, mais avant tout un réaliste, les carnets de commandes restent au plus bas.
au moment où on se parle. Et la lecture du marché de ce début d'année a été rendue extraordinairement complexe sous l'effet de deux dispositifs qui se sont un peu entrechoqués ces dernières semaines. D'une part, le bonus, où vous avez observé que les règles ont été modifiées en fin d'année 2023 pour des objectifs parfaitement légitimes au niveau du gouvernement, c'est-à-dire favoriser des véhicules qui sont produits en France ou en Europe, sauf que le décret relatif au bonus a été publié très tardivement, il y a une petite quinzaine de jours à peine. Donc il y a eu un premier effet d'aubaine, puisque finalement les montants des bonus 2023 ont été appliqués jusqu'à la mi-février, d'une part, et puis d'autre part, il y a eu le leasing social, dont on a beaucoup parlé, ce qui a occasionné 50 000 commandes, ce qui montre bien qu'il y a une demande sous-jacente qui est extrêmement vigoureuse, c'est vrai, mais de l'autre côté, ça a généré un dérapage budgétaire qui a eu comme effet direct de stopper le bonus sur les personnes morales. Et les personnes morales sont précisément les sociétés qui, justement, sont à l'origine de la constitution d'un marché de l'électrique d'occasion. Donc, vous voyez que tous ces effets s'entrechoquent, qu'il est très difficile, en termes de lecture et d'analyse, de bien regarder le marché. Et donc, j'invite les uns et les autres à prendre le maximum de recul pour recontextualiser cette transition qui est absolument radicale du marché automobile, à la fois en France et en Europe. Que vous dire d'autre? Je regarde le temps. Mon temps est à zéro déjà? Le temps est à zéro. Alors là, ça devient compliqué. Si le temps est à zéro, alors... Une petite conclusion peut-être. Une petite conclusion. En ce qui concerne Mobiliance, par rapport aux élus locaux qui sont présents ici et aux collectivités locales, de manière générale, nous cherchons par tous les moyens, notre job, c'est de faire en sorte que les 180 000 entreprises que j'évoquais tout à l'heure prospèrent. Parce que ce sont des moteurs de progrès, ce sont des entreprises, des ETI, des PME, des TPE, qui sont dans tous vos territoires et qui sont les partenaires indispensables d'une décarbonation réussie de la filière automobile. Les centres de gravité que j'évoquais tout à l'heure se sont déplacés en particulier vers les services de l'automobile et sur ceux de l'économie circulaire. On ne réussira pas cette décarbonation sans agir sur le parc et sans utiliser tous les leviers et le gisement d'innovation qu'il y a dans les services et l'économie circulaire. Nous avons lancé un programme d'accélération à Station F. J'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir le visiter et mieux encore à faire des partenariats avec les collectivités locales, parce que notre parti pris est de décloisonner justement, c'est ce que vous faites cet après-midi, depuis ce matin, à décloisonner les différents acteurs. Et nous pensons chez Mobiliance qu'il faut effectivement décentrer le regard, il faut être moins auto-centré, sans jeu de mots, et donc il faut viser une stratégie beaucoup plus horizontale entre les acteurs. On a constitué un observatoire avec Roland Berger qu'on a présenté la semaine dernière avec le député Jean-Marc Zulesi, qui va vous rejoindre et qui sera à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et c'est avec le soutien de ce député que cet observatoire est très riche d'enseignements. Le premier, j'en mettrai que 2 et j'arrêterai par cela, si vous me le permettez. La première des choses, c'est que les levées de fonds qui ont été faites par les startups que nous avons accélérées, c'est 2 milliards d'euros en 2023. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le secteur de l'automobile et de la mobilité est le seul secteur en croissance en termes de levée de fonds sur l'année dernière. Donc il y a une vitalité en France qui n'est pas suffisamment valorisée, singulièrement dans le secteur de l'automobile et des mobilités. Donc notre programme d'accélération est à votre disposition. Il a pris une dimension européenne et je souhaiterais avec vous, et ce sera mon dernier message, qu'il puisse avoir une dimension territoriale, concrète, opérationnelle, avec les collectivités territoriales qui le souhaiteront. Merci pour votre attention.